Je suis belle et impétueuse, à la fois forte et fragile. Je suis votre oxygène, vos ressources, votre équilibre. Notre histoire est commune, nos chemins s'entrecroisent. Sur le chemin de vie, je vous accompagne et vous offre en partage tous mes bienfaits. Conscient de ma richesse et de ma diversité, des hommes et des femmes œuvrent au quotidien pour me protéger, me comprendre, me sauvegarder, en s'impliquant dans leur mission. Comme une urgence pour les générations futures, ils s'engagent avec enthousiasme pour préserver ce que nous sommes, la nature et les espaces naturels de France. Les aires protégées françaises, c'est un grand réseau de différents acteurs. On a les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les réserves naturelles, les conservatoires. Et chacun travaille dans un territoire différent finalement. Ça peut être en mer, sur le littoral, en montagne. Et tous ensemble, on contribue à préserver la biodiversité. L'enjeu, il est de renforcer les aires protégées existantes. Nous avons aussi besoin d'étendre le réseau. Et donc aller tendre vers 10% de protection forte notamment et 30% de sites classés en aire protégée, puisque la biodiversité continue à s'effondrer. Le changement climatique renforce ce phénomène et donc on a une urgence à agir. Il faudrait qu'on arrive à ce que la préservation de la biodiversité et les espaces naturels deviennent une vraie composante de l'aménagement du territoire, que ces aires protégées deviennent un joyau finalement, qu'on soit heureux de conserver pour les générations futures. Riche d'un patrimoine naturel remarquable, la France œuvre depuis des décennies pour enrayer le déclin d'une nature dont les hommes ont absolument besoin. Entre l'Allier, le Vercors, les Calanques en Méditerranée et l'île de la Réunion, nous vous proposons un voyage au cœur de milieux naturels bénéficiant de cette protection à la française, pour y rencontrer celles et ceux qui œuvrent au quotidien, au travers de leurs missions et leurs engagements. Elle est libre, l'Allier, libre de faire ses méandres et de serpenter dans son lit trop étroit. Libre de modifier sa courbe ou d'en faire naître d'autres, à sa guise. L'impétueux cours d'eau est l'une des dernières rivières sauvages d'Europe de l'Ouest, sinuant sur 425 km avant de se jeter dans la Loire au bec d'Allier. Au milieu d'un paysage sculpté de ripisylves, de bocages, de forêts et d'étangs, coule une rivière, très active, imprévisible et d'une grande richesse écologique. Nous avons la chance sur notre territoire d'avoir la partie la plus mobile de la rivière Allier, donc avec une dynamique fluviale extrêmement importante, qui passe sur le domaine public fluvial qui a été en grande partie classé en réserve naturelle. Donc c'est un outil de protection fort qui a permis de faire reconnaître toutes les richesses sur ce secteur. Sur le Val d'Allier, on a la particularité d'avoir une vaste nappe alluviale dans laquelle on puise de l'eau potable pour les 2/3 des habitants du département. Donc il est extrêmement important de veiller à préserver la nature qui se trouve au sol, mais également cette ressource en eau extrêmement précieuse sous nos pieds. Sur le département de l'Allier, on a 26 hectares qui sont érodés tous les ans par la rivière Allier, donc dans ce processus de mobilité de son cours. Mais cette érosion donc, va toucher aussi des parcelles agricoles privées. Et donc le Conservatoire d'espaces naturels a une mission d'acquisition de terrain sur des parcelles qui peuvent être touchées par l'érosion, soit actuellement, soit dans 20 ou 50 ans. Donc on essaye d'anticiper d'éventuels soucis. Et au fil du temps, depuis la fin des années 90, on a acheté près de 250 hectares, donc 2 parcelles agricoles, sur lesquelles on va essayer de maintenir du pâturage. L'intérêt d'avoir du pâturage au plus près de la rivière, c'est qu'on a un espace tampon
qui est bénéfique pour la biodiversité, mais également pour la ressource en eau. Préserver un territoire tout en laissant libre accès aux citoyens reste une question majeure. Où et comment positionner le curseur entre protection des sites et accueil du public? Ce qu'on a mis en place ici récemment, c'est un schéma de valorisation. Donc en fait, sur 10 sites de la réserve naturelle, on a créé des sentiers qui sont fléchés avec des panneaux pédagogiques pour qu'ils puissent découvrir la réserve, pour qu'ils puissent découvrir le patrimoine naturel, la faune, la flore, tout en minimisant les impacts, je dirais, sur les autres espèces, et toujours rappeler aux gens qu'ici, ils sont dans une réserve naturelle et qu'il y a une espèce de code de bonne conduite à respecter. Par rapport aux usagers locaux et par rapport aux touristes, ça a été un petit peu compliqué au tout début de la création de la réserve naturelle, où il y avait encore quelques tensions, quelques malentendus surtout. Mais effectivement, les efforts qui sont faits depuis quelques années font qu'aujourd'hui, la réserve naturelle est bien perçue par toutes les personnes qui la fréquentent. En menant des actions pour préserver la biodiversité, on va pouvoir préserver également tout un tas de services rendus à l'humanité et au territoire. Donc il faut pouvoir garder ce trésor que l'on a, et puis au-delà du côté fonctionnel de cette biodiversité, c'est aussi la possibilité de s'émerveiller en allant se promener dans la nature, et ça c'est très important, y compris pour notre bien-être à tous. Un colosse, une véritable forteresse naturelle, un millefeuille de sédiments où la blancheur du calcaire donne l'impression de neiges éternelles. Le massif du Vercors est incontestablement un haut lieu de la biodiversité en Europe et peut s'enorgueillir d'être l'un des premiers parcs naturels régionaux de France. Ce territoire de montagne, époustouflant de beauté, doit faire face à la fois à l'emprise croissante des activités humaines et aux effets du changement climatique. Alors je pense que les grands défis, j'en vois deux. Le premier, c'est l'adaptation au changement climatique, et le deuxième, ça serait la gestion de la fréquentation qui est en augmentation constante. Donc sur l'adaptation au changement climatique, c'est vrai que comme on est un massif de moyenne montagne, on a un certain nombre d'espèces qu'on appelle des reliques glaciaires, donc qui sont habituées à des climats plutôt froids et qui, avec le changement climatique, ont tendance à monter vers les hauteurs et donc trouvent de moins en moins de domaines vitaux. Et le deuxième sujet, c'est effectivement la question de la fréquentation de nos espaces naturels. Malgré tout, c'est une forme de pression sur la faune et sur la flore, donc il faut arriver à comprendre ça, un petit peu l'organiser, sensibiliser les gens pour que ça se passe au mieux. Par exemple, la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors, c'est le plus grand espace d'un seul tenant, sans route et sans habitation permanente de France métropolitaine. Donc on a vraiment été attaché à ne pas trop aseptiser tout ce qui était signalétique. Donc il y a un GR qui la traverse, qui peut être sécurisant, et tout le reste est très peu balisé pour que les gens puissent encore un peu se perdre. Ça fait partie du plaisir et découvrir les espaces naturels. Donc c'est vraiment d'essayer de faire des projets plus qualitatifs pour arriver à laisser cette place à la nature dans le Vercors. Le Vercors recèle un grand nombre d'espaces naturels remarquables qui nécessitent des mesures réglementaires de protection ou contractuelles de préservation, menées avec des acteurs locaux, agriculteurs, forestiers, collectivités. Des dispositifs indispensables pour conserver ces milieux et ces espèces, grâce à l'engagement des acteurs socio-économiques et des élus. Ça peut paraître un peu le millefeuille de protection administratif, ces réserves nationales, Natura 2000, etc. En réalité, on a vraiment 3 niveaux, moi, que je distinguerais avec notre réserve intégrale. On a le PNR qui ancre les projets de conservation dans le territoire, auprès des élus, auprès des habitants. C'est vraiment leur job parce qu'il est à grande échelle. On a ensuite la réserve nationale qui surveille la réglementation d'un espace qui est quand même exceptionnel, 17 000 hectares là-haut.
une étendue fascinante sans infrastructure, sans rien, qui agit et qui expérimente pour la conservation des espèces. Et puis au sein de celle-ci, on a notre réserve biologique intégrale qui fait que 2200 hectares, mais qui permet justement d'être un fabuleux miroir de la gestion courante des alpages et des forêts et qui va se vouloir un référentiel absolu de naturalité où on a un peu artificiellement sorti l'homme. Toutes ces dynamiques naturelles, une fois qu'on les comprend mieux, qu'on les observe, eh bien nous on peut mieux gérer derrière parce que c'est la base de notre métier. Donc c'est vrai que l'outil parc naturel régional, je trouve qu'il est vraiment intéressant parce que depuis le début, c'est-à-dire les années 70, on a fait le pari que la protection de la nature ne pouvait pas se faire sans les habitants, sans les professionnels. Et donc on a tout de suite été dans une logique de conciliation des usages, de médiation, de protection et de développement économique et qui, je trouve aujourd'hui, a gardé toutes ses lettres de noblesse parce que finalement c'est un modèle qui est assez bien compris et qui malgré tout a fait ses preuves. Avant-dernier-né des parcs nationaux français, les calanques sont partie intégrante d'une culture méditerranéenne à l'identité territoriale forte et enracinée. Situé aux portes de Marseille et de Cassis, soumis aux rudesses du réchauffement climatique et au tourisme de masse, sa mission de protéger les écosystèmes remarquables est à la fois un compromis entre traditions qui perdurent, usages contemporains et nécessité de conserver pour les générations futures. On est sur le site qui, d'un point de vue botanique, est une des zones les plus riches au niveau flore du parc national des Calanques. Un site sur lequel les plantes, pour pousser, ont dû s'adapter au vent, mistral très fort, avec une aridité très importante, un fort ensoleillement, très peu de précipitations, très peu de sol. Donc on a sur ce site-là des plantes qui ont dû se développer au ras du sol, qui ont dû s'adapter à ces conditions, et uniquement ces plantes-là. Ce qui fait qu'on trouve énormément d'espèces protégées qu'on retrouve nulle part ailleurs sur le massif. Donc une végétation tout à fait particulière qui était adaptée à toutes les conditions climatiques, mais qui n'est pas adaptée au piétinement, qui n'est pas adaptée aux roues des voitures, qui n'est pas adaptée aux accumulations de déchets ni au barbecue. Quand le parc a été créé, c'était un site un peu à reconquérir. Ça prend du temps pour arriver à expliquer les enjeux de protection. Les gens qui ont grandi au Goudes ont toujours vu ces plantes-là autour de chez eux, sans savoir que ces plantes-là poussent uniquement autour de chez eux. Les Marseillais entretiennent un rapport privilégié avec cet espace naturel. Tout d'abord parce qu'il était préexistant à la création de l'établissement public Parc national des Calanques. C'est ici que se sont exercées un certain nombre de traditions, de coutumes, et les familles marseillaises y ont une part de leur histoire. C'est donc aussi un patrimoine immatériel. Il y a aujourd'hui une demande grandissante d'espace de nature, et nous avons à gérer à la fois ce besoin grandissant de nature et la nécessité de préserver cet espace. Préserver un espace naturel pour ne jamais y avoir accès, c'est un non-sens. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une autre expérience au sein du parc et sur l'ensemble de la ville et du littoral. Une expérience qui soit plus raccord avec les enjeux environnementaux du XXIe siècle, avec l'urgence climatique. Une expérience durable. Pour cela, il faut un tourisme authentique. Il faut mettre fin ou limiter le tourisme de masse. Donc c'est donc un autre modèle touristique qu'il nous faut aujourd'hui mettre en branle. Sur un certain nombre de sites qui sont extrêmement fréquentés, nous sommes amenés à prendre différents types de mesures. D'une part, nous avons aménagé des sentiers de façon à permettre de canaliser le public sur ces espaces et des campagnes d'information sur les bons gestes ou sur les bons comportements dans le milieu naturel. Et puis, lorsque nous arrivons sur des sites qui sont extrêmement fragiles et qui se trouvent en situation d'hyperfréquentation,
Par exemple ici, sur ce site de la Calanque de Sugiton, il peut y avoir jusqu'à 2000 personnes par jour sur ce site, alors que la plage et les rochers qui peuvent accueillir sans impact sur le milieu le public correspondent à environ 200-220 places. Nous souhaitons bien entendu maintenir un dispositif qui reste gratuit parce que l'accès à la nature doit être accessible pour tous. Et donc nous réfléchissons donc à mettre en place un dispositif de permis de visite pour l'année 2022. Le travail sur plus de protection passe forcément par une forme de co-construction avec l'ensemble des acteurs du territoire. Ça ne peut pas être des dispositions qui seraient imposées par le gestionnaire. C'est véritablement des politiques et des mesures qui doivent se construire avec les acteurs qui sont sur le territoire. Outre les nombreux espaces naturels qui jalonnent la France métropolitaine, le patrimoine naturel des territoires d'outre-mer constitue quant à lui un incroyable vivier de biodiversité, notamment grâce à ses nombreuses aires marines. 10% des récifs coralliens et 20% des atolls de la planète sont localisés dans les eaux françaises. Consciente de ses richesses sous-marines et de son récif corallien habité de plus de 3600 espèces, animales et végétales, l'île de la Réunion possède depuis 2007 une réserve naturelle marine, s'étendant sur 3500 hectares pour assurer la protection de ses joyaux. La dégradation des récifs coralliens est multifactorielle. Donc vous allez avoir effectivement le changement climatique, comme le réchauffement des eaux qui va entraîner un blanchissement corallien. Et on a aussi les grandes marées basses. Et le corail, s'il est hors de l'eau trop longtemps, ça ne va pas lui plaire et il ne va pas pouvoir résister trop longtemps. Et la Réunion, le gros challenge que l'on a également, c'est comme on est une île volcanique, les récifs coralliens qui sont en aval, ils subissent toutes les pressions qu'il y a en amont sur la montagne. C'est-à-dire toutes les activités urbaines, toutes les activités agricoles et à moindre mesure les activités industrielles. Donc en fait, c'est toutes ces activités-là qu'il faut essayer de circonscrire, en tout cas d'accompagner pour qu'il y ait des changements de pratiques. Toutes les aires protégées, à partir du moment où vous allez mettre en place un outil fort de réglementation, vous allez contraindre les gens à changer leur comportement, leurs habitudes, leurs loisirs, leur culture. Et ça, forcément, ça va faire conflit. Et la difficulté, c'est de pouvoir trouver des consensus qui vont satisfaire tout le monde. Et ça aurait été extrêmement difficile de mettre en place une aire marine protégée en excluant toutes les activités. Donc il faut qu'on travaille avec les usagers. Donc on a plusieurs façons de le faire. Déjà on fait de la sensibilisation, on fait de l'éducation, on fait de la formation aussi des professionnels et on travaille aussi de plus en plus au plus près avec les professionnels du tourisme pour les accompagner à mettre en place justement des produits qui pourraient être le plus respectueux de l'environnement et à travers lesquels on pourrait faire véhiculer des messages de protection, de bonnes pratiques. Donc on essaye de montrer aussi au territoire que la réserve c'est un outil de développement. Il y a une étude de l'IFRECOR qui a montré que les récifs coralliens de la Réunion rapportaient près de 49 millions d'euros par an au territoire, directement ou indirectement. Demain, s'il n'y a plus ces récifs coralliens en bonne santé, avec une biodiversité, avec des poissons, c'est tout un pan de l'économie qui disparaîtrait. En fait, les usagers ont envie de s'impliquer dans la protection de l'environnement. Ils n'ont pas juste envie d'être informés ou juste sensibilisés. Ils ont envie de participer. Donc ils nous ont proposé par exemple ces choses qu'on pourrait mettre en place. Ils nous ont proposé par exemple d'être des ambassadeurs, d'être des sentinelles, d'aller faire de la prévention pour nous auprès du grand public. Et surtout avec les enfants qui maintenant ont une connaissance de par l'éducation qu'ils ont en classe. On a des animations nature, on a le sentier sous-marin, on a également les aires marines éducatives qui marchent super bien, qui font que les enfants ils sont plus des fois sensibilisés que leurs parents. Et les enfants vont eux-mêmes sensibiliser leurs parents, etc.
La France abrite une merveilleuse diversité d'écosystèmes qui nous donne une responsabilité particulière dans la mobilisation pour la préservation de notre environnement. Les écosystèmes sont fragiles et d'autant plus exposés que le changement climatique les impacte directement. Au niveau mondial, 1 million d'espèces sont menacées de disparition sur les 8 millions identifiés. Et rien qu'en France, en 30 ans, nous avons perdu 23% des populations d'oiseaux, ce qui est le reflet d'un effondrement général de la biodiversité à l'œuvre. Chaque jour, partout en France, je rencontre, écoute, travaille avec des acteurs qui sont engagés pour la protection de la nature. Et si le constat est partagé, nous avons aujourd'hui besoin d'une feuille de route claire, d'un calendrier, d'objectifs et de moyens pour préserver le vivant. J'ai présenté en janvier 2021 la stratégie nationale pour les aires protégées et le président en a fixé les principaux caps. D'ici à 2022, les aires protégées françaises couvriront 30% de notre territoire, dont 10% en protection forte. Grâce à elles, 100% des récifs coralliens seront protégés d'ici à 2025. Notre action, elle doit porter sur tous les milieux, terrestres comme marins, en métropole comme en outre-mer, et en ciblant les milieux particulièrement vulnérables comme les forêts, les zones humides ou encore le littoral. Pour cela, nous nous appuyons sur une diversité de niveaux de protection et de modes de gestion qui font la richesse aussi du modèle français. En multipliant les énergies et les synergies avec les associations, les collectivités, les établissements publics, la société civile, nous sommes tous concernés, donc tous acteurs. La stratégie Aires protégées, elle s'inscrit dans le cadre plus global de notre stratégie nationale biodiversité. Nous sommes en train de la réécrire pour les 10 prochaines années avec un souci de cohérence. La cohérence d'abord entre notre ambition et les moyens que nous accordons à la biodiversité, une cohérence entre nos différentes politiques publiques et puis une cohérence entre ce que nous portons au niveau international et ce que nous déployons au niveau national et local. C'est cette vision que la France porte à l'occasion du Congrès mondial de la nature à Marseille, une protection à la française qui ne met pas sous cloche mais qui réconcilie l'homme et son environnement dans un véritable projet de société.